Émission spéciale Efficience bâtimentaire, levier de la relance économique, une émission coproduite avec Oxand, vendredi 28 août 2020. Une émission présentée par Johanna Zilberstein. Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en direct sur Radio Imo et sur Radio Territoria, en direct également sur Facebook pour ce nouveau rendez-vous inédit et spécial à l'aube de cette rentrée 2020. Nous avons voulu parler à nouveau rénovation énergétique, nous avons également voulu parler relance économique. Nous sommes pour cela au cœur des sujets de la rentrée pour une émission que nous avons coproduite avec Oxand. Pour représenter Oxand, j'ai avec moi son président Rémi Jacquier. Bonsoir Rémi. Bonsoir Johanna, ravi d'être ici. Merci à vous de nous donner l'opportunité de parler de ces sujets qui vont occuper l'espace, je crois, et le débat pendant un bon moment. Et pour en parler, nous avons à nos côtés d'abord Michael Thérom. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la division énergie de chez Axéo. On va représenter Axéo dans quelques instants. Je voudrais juste saluer à vos côtés Vincent Briand. Bonsoir Vincent. Bonsoir. Vous êtes le cofondateur de Deepkey. On va peut-être, Rémi, avant de démarrer, replacer Oxand et son activité. Oui, avec plaisir. Le métier d'Oxand est digitalisé, le processus de décision sur la maintenance et les travaux, en s'appuyant sur la PredTech, donc la maintenance prédictive. Notre offre phare est Oxand Simeo, qui est notre logiciel qui permet, en s'appuyant sur justement ces modèles, d'optimiser le cycle de vie et de rendre le bâtiment plus durable, plus consistant et également plus confortable pour ses usagers. Michael, un petit mot sur Axéo ? Oui, Axéo est un bureau d'études indépendant qui travaille dans les bâtiments existants sur différentes thématiques, l'ascenseur, l'accessibilité, l'amiante et l'énergie que je représente ce soir. Et Vincent, on va peut-être parler de l'application Deepkey. Oui, absolument. Deepkey, nous sommes une entreprise innovante qui utilisons les données existantes sur les patrimoines immobiliers pour aider à les rendre plus durables. Nous sommes une centaine de personnes et nous accompagnons plus de 200 clients en Europe. Voilà pour les intervenants. On va peut-être planter le décor maintenant, si vous le voulez bien. La rénovation énergétique au cœur des sujets de cette rentrée. On parlait, et c'était également en direct sur Radio Imo et sur Radio Territoria. Vous pourrez retrouver cette émission en podcast. On a parlé de la mission concernant la rénovation des bâtiments confiés par le ministère de la Transition écologique au plan bâtiment durable et à la RICS. On a également parlé, notamment à l'occasion du CIMI, c'était en toute fin d'année 2019, du décret tertiaire qui veut la rénovation énergétique de 60% du parc tertiaire avec une augmentation des performances d'ici 2050. Un sujet qui se place au milieu de la crise de la Covid qu'on a subie en ce début d'année, qui a créé une crise économique dans laquelle le bâtiment a été très touché, et tout cela nous amène à en parler ce soir. La première question va être assez simple. La rénovation énergétique, on en est où aujourd'hui à date, Rémi ? Alors, c'est intéressant l'introduction que vous avez faite, Johanna, parce qu'on en parle beaucoup de la rénovation énergétique. Je dirais que c'est un thème qu'on a vu apparaître comme un élément de potentiel de la relance. Par contre, il va falloir la faire. Je crois que c'est ça le fond du sujet. C'est-à-dire, on a tous conscience qu'il y a des gisements incroyables d'efficience pour le bâtiment dans la transition énergétique. Le vrai sujet des acteurs aujourd'hui, c'est comment la faire. Et donc comment, il y a bien sûr une question financière qu'on aborde beaucoup dans l'actualité. Alors, on parle de milliards d'euros injectés, c'est une bonne chose, mais dans comment, il y a aussi par où commencer, avec qui, quelles sont les priorités, quelles sont les technologies mobilisées, et puis il y a aussi la question de l'usage qu'il ne faut pas oublier dans le bâtiment. C'est pas juste l'efficience du bâtiment, c'est pas juste prendre le même bâtiment et rendre plus efficient, c'est aussi mieux l'utiliser.
Donc, où est-ce qu'on en est ? Je dirais qu'on en est plus loin que la prise de conscience. C'est ça, on a déjà commencé, Voilà. on a cherché des solutions, on n'en est pas à zéro. Il y a des plans, on en est au-delà de la prise de conscience, mais la vague, elle est devant nous. Voilà, la vague a surfé, hein, elle est devant nous, et je pense que c'est vraiment une excellente chose que le gouvernement se mobilise autour de ça, parce que cette transition, elle est créatrice d'emplois, elle est créatrice de valeur, et puis c'est l'occasion finalement de faire bouger les lignes. Hein. Le secteur de l'immobilier a longtemps été taxé, peut-être à tort, un peu de conservatisme. Je pense que là, avec ou sans la crise, il y avait une tendance, mais là, le mouvement doit s'accélérer dans les prochains mois et les prochaines années. Michael, Rémi parlait de bâtiments efficients. L'efficience dans le bâtiment, qu'est-ce que c'est ? C'est un bâtiment optimisé, c'est un bâtiment performant, c'est tout ça à la fois, c'est plus que ça ? Un bâtiment, pour moi, efficient, c'est effectivement déjà la performance intrinsèque du bâtiment au niveau énergétique, mais il ne faut pas mettre ça en opposition à la notion de confort. C'est-à-dire qu'il ne faut pas créer une boîte thermique sur laquelle on fait énormément d'économies d'énergie en hiver et se retrouver en été avec des bâtiments qui aujourd'hui, et il y en a eu des bâtiments rénovés qui provoquent de l'inconfort thermique en été, les gens ont trop chaud, et notamment avec l'augmentation de la température qu'on constate tous. Il faut absolument trouver le compromis entre la notion de confort pour les occupants et l'efficience énergétique des bâtiments. Mais ça existe, c'est possible. Ah, c'est tout à fait possible, heureusement. On a déjà quelques exemples. On était jusqu'à hier à l'hippodrome de Longchamp, qui a été rénové il y a quelques temps, et où on a fait le pari d'avoir un bâtiment frais en été sans climatisation. Oui, c'est tout à fait possible avec des systèmes passifs. Et après, c'est quelque chose qui peut être plus compliqué dans les bâtiments existants, dans la notion de rénovation. Dans les bâtiments neufs, c'est assez simple. Dans les bâtiments, c'est beaucoup plus... Il y a un challenge. Il y a un challenge pour réussir à transformer un bâtiment qui est à la fois efficient, confortable et sans surconsommation pour augmenter le confort dans le bâtiment, notamment en été. Et adapté aux nouveaux usages. Vous en parliez il y a quelques instants, Rémi. On n'utilise plus les bâtiments comme on les utilisait il y a 5 ou 10 ans. C'est très clair. Et c'est très intéressant ce que vient de dire Michael sur l'aspect neuf, rénovation. Auxandre, nous, notre histoire, vient à l'origine plutôt du monde des infrastructures, et on a développé une très forte activité dans le monde de l'immobilier. Et des méthodes, donc des méthodes d'analyse de risque, des méthodes de maintenance prédictive. Et ce qui est très intéressant, c'est que dans le passé, sur les infrastructures, il y avait une problématique très claire, c'est-à-dire on mettait en fait l'argent sur le neuf et on laissait se dégrader l'existant. Et à la fin, on cumulait les infrastructures en paquets, puis on se retrouvait avec un patrimoine qu'on n'arrivait plus à maintenir. L'immobilier, c'est exactement la même chose aujourd'hui. Il est temps de passer à la rénovation. Et bien sûr, le neuf est important, mais il n'y a pas que le neuf, et il y a un patrimoine existant qui est très important, qui est parfois trop peu occupé, qu'on cumule. Ça fait un espacement territorial urbain qui est absolument incroyable, avec énormément de congestion, énormément d'externalités négatives. Et donc, passer à la rénovation, c'est une excellente chose, et on peut vraiment effectivement se réjouir des orientations qui sont données. Par contre, ça a un coût. Ça a un coût, et c'est pour ça que souvent on opte pour du neuf, parce que ça coûte moins cher à faire que de la rénovation. Il y a certains bâtiments sur lesquels nous avons travaillé, qui ont été construits dans les années 70, donc avant les premières réglementations thermiques, et sur lesquels nous avons réussi à les rendre plus performants que le neuf. Et pour des investissements qui étaient finalement moins importants que la destruction et la reconstruction du bâtiment. Donc il y a des solutions, effectivement, ce sont des choses qui s'étudient bien en amont. Il y a effectivement des solutions, mais on est quand même très très en retard. Quand on voit que l'immobilier représente 40%... Alors, en retard par rapport à qui ? Par rapport à quoi ? Par rapport aux objectifs politiques qui ont été définis, notamment au niveau européen, par rapport aux accords de Paris, par rapport à toutes les bonnes intentions politiques qui ont été exprimées à un moment donné, on est très loin des tendances qu'on devrait atteindre. Tous les COP 21 et toutes celles précédentes, toutes les bonnes initiatives et toutes les lois jusqu'à présent n'ont pas fait baisser les émissions de CO2 de manière globale, et encore moins sur le
le patrimoine immobilier. Et pourtant, c'est un patrimoine, c'est un objet qui représente 40% des émissions de CO2. Donc il est urgent d'agir. Je crois qu'on est à une phase de l'histoire où à la fois la Covid aide à peut-être éveiller un petit peu les consciences. En même temps, il y a une volonté politique d'avancer. On l'a entendu récemment et dans tous les pays, pas qu'en France. Et en même temps, il y a une volonté des investisseurs internationaux d'orienter et de flécher ces investissements et cet argent vers des investissements, ce qu'ils appellent à impact plus durable, et en particulier dans l'immobilier, des investissements qui permettent d'avoir un patrimoine plus efficace énergétiquement et aussi d'un point de vue environnemental. Les usages, ils évoluent, c'est évident. Juste récemment, Accor a annoncé qu'ils avaient transformé une partie de leurs hôtels en immeubles de bureaux. Donc oui, mais je crois que, et c'est un peu l'esprit du décret tertiaire, on ne va pas y arriver si on fait la demi-mesure. Donc, désolé de mettre un pavé dans la mare, mais ce n'est pas uniquement de l'efficacité, du confort. Je pense que dans un certain nombre de cas, il y aura moins de confort et qu'il faudra assumer d'avoir une température à 25 et non plus à 18 l'été, et que c'est comme ça, parce que si on veut vraiment atteindre les objectifs de réduction de consommation, il va falloir faire de l'effort à tous les niveaux, et la technologie ne suffira pas. Le changement des comportements sera indispensable. Et vous croyez qu'aujourd'hui, un gestionnaire d'immeuble est prêt à faire ce sacrifice envers ses clients et à proposer des bâtiments peut-être moins confortables, mais plus efficients ? Alors, la notion de confort, c'est pas normal d'avoir 25 degrés en hiver dans son bâtiment. Par contre, je suis d'accord, on le constate tous les jours. Pour moi, effectivement, c'est une prise de conscience qu'on est en train de percevoir sur le fait qu'être à 21 degrés ou 22 degrés dans un bureau, ça reste confortable, et ne pas non plus être à 20 degrés en été alors qu'à 25 degrés, on serait très bien. Donc, c'est plutôt de changer un peu les usages. Après, ça va prendre du temps, parce qu'on se rend compte qu'il y a des habitudes qui ont été prises, et quand nous sommes sur un open space, chaque personne a une notion de ressenti qui est différente, et du coup, il y a beaucoup de pédagogie à amener vers ces usagers de ces bâtiments. Mais alors, cette crise du Covid, une opportunité ou pas finalement pour la rénovation énergétique ? Et je pense qu'au même titre qu'il ne faut pas opposer confort et transition énergétique, il ne faut pas opposer économie et transition énergétique. La transition énergétique, elle est fondamentalement économique. Ce qui fait qu'on a du mal à y aller, c'est justement parce que les incitations ne sont pas envoyées au bon endroit. Un exemple simple. On a énormément de très grands propriétaires publics en France, les collectivités, l'État, les bailleurs sociaux. Et globalement, ils ont un patrimoine qui est assez vieilli, qui est parfois pas suffisamment efficient au niveau thermique, trop peu rénové, parfois beaucoup de neuf et à côté de l'ancien qui a été peu touché. Ça leur coûte une fortune en maintenance. Parce que, en fait, le coût total de possession, quand on met bout à bout toutes les dépenses, et pas uniquement le coût de la rénovation versus un bâtiment neuf, quand on met bout à bout toutes les dépenses énergétiques, toutes les défaillances du bâtiment, tous les risques pris parfois effectivement sur la qualité de vie des occupants. Quand on met ça ensemble, qu'on fait des comparaisons, les écarts sont parfois énormes. Vous prenez deux bâtiments en fonction de la politique qui est menée, de gestion, de maintenance, de travaux. Vous comparez deux cycles de vie, les écarts, ça peut être du simple au double entre un bâtiment mal maintenu qui est une passoire énergétique et un bâtiment bien maintenu sur lequel on a fait la rénovation. Et ça, c'est pas... Quand on parle de volonté de se réinscrire dans le moyen long terme et pas uniquement d'être dans une logique court-termiste, on est en plein dedans. Un autre exemple également, on en parlait tout à l'heure, c'est la finance. De plus en plus de financiers aujourd'hui posent la question des labels de leurs actifs, posent la question de « Ok, moi je fais un investissement, j'ai un BP, mais quel est le bilan carbone de ce BP ?» Et je crois que tout ça va dans le bon sens. Par contre, c'est clair que c'est à la puissance publique d'organiser les bonnes incitations. C'est pas juste des subventions, c'est clairement être capable collectivement de se fixer des objectifs. Et la labellisation, ça va dans ce sens-là. C'est-à-dire, moi, j'ai un objectif. En tant que chef d'entreprise, on a tous des objectifs. On a des objectifs financiers, mais on a aussi une raison d'être, parfois, des objectifs environnementaux.
Et il faut l'écrire et se les fixer. Vincent Voyant. Oui, l'efficacité énergétique des bâtiments est une super opportunité pour contribuer à reprendre un peu de souffle économique suite à cette crise de la Covid. La première raison, c'est que c'est de l'emploi non délocalisable. La deuxième raison, c'est qu'il y a beaucoup plus de travail à faire, qu'il y a réellement de compétences disponibles pour le faire dans tous nos métiers. Et la troisième, c'est que ça va améliorer l'attractivité des bâtiments et des espaces publics pour les collectivités, améliorer la rentabilité des entreprises et puis améliorer le pouvoir d'achat des particuliers qui vont consommer moins en maintenance, mais consommer moins aussi en énergie notamment. Et vous parliez des gestionnaires d'actifs. Aujourd'hui, ils n'attendent plus les réglementations, décret tertiaire en France, l'EMS en Grande-Bretagne. Ils prennent les devants ? De très loin. Pourquoi ? Parce qu'un gestionnaire d'actifs qui pense que dans 5 ans, un bâtiment qui n'est pas labellisé BREEAM INEOS ou LEED ou HQE ne sera pas liquide, c'est-à-dire qu'on ne pourra pas le vendre facilement sans dégrader sa valeur, il se dit, j'intègre dès maintenant dans mon business plan le fait que ce bâtiment, je vais devoir réaliser des travaux qui vont remettre à niveau ce bâtiment pour que dans 5-10 ans, je puisse le revendre et en tirer du profit. Parce que le profit vient de 2 sources, les loyers des locataires et puis la revente à terme et sa liquidité. Or, lorsqu'un investisseur se positionne pour acheter un bâtiment à un autre investisseur, il va préférer acheter plus bas, quitte à perdre l'affaire, pour éviter de dégrader la rentabilité de son actif dans la durée, parce que si le bâtiment n'est que good et qu'il le veut excellent, eh bien, il va falloir qu'il engage des travaux. Et donc aujourd'hui, c'est même pas un enjeu de communication pour les investisseurs. On n'aura pas attendu BlackRock et ses annonces de début d'année pour nous annoncer qu'ils s'intéressaient à l'ESG. C'est dès maintenant parce que ça impacte financièrement leur business plan. C'est que des histoires économiques, finalement. À chaque fois, on en revient au portefeuille du propriétaire ou du gestionnaire. C'est vendre un bâtiment plus cher ou faire des économies à l'année. Oui, mais l'économique, ça renvoie quand même aux préférences des uns et des autres, à l'utilité des choses. On va payer pour quelque chose qui a une utilité. Tout à l'heure, Michael parlait de confort et de penser quand même à l'occupant, parce que moi, je ne pense pas que ça se fera contre l'occupant. Ça se fera à la demande de l'occupant. Et l'occupant, c'est celui qui paye les loyers, c'est celui in fine que l'on vise. Donc, clairement, ce qu'il faut, c'est envoyer les bons signaux économiques. Toujours dans cette logique économique d'ailleurs, je vais enfoncer une porte ouverte en disant que l'Europe est quand même en retard par rapport à la plaque nord-américaine et à la plaque asiatique en termes de digitalisation, et en termes de champions digitaux. Ça tombe bien, le bâti, c'est le maillon faible de la digitalisation aujourd'hui. Donc si on met le paquet là-dessus, on a la possibilité de constituer des champions nationaux, des ETI, à un horizon de temps relativement court. Et ça, c'est une vraie opportunité parce qu'ailleurs, ils ne sont pas en avance sur nous là-dessus. J'aimerais revenir, Rémi, sur l'un de vos points précédents avec lequel je pense être en désaccord, si j'ai bien compris. C'est sur le fait que ça va se faire forcément avec le locataire ou l'utilisateur. Eh bien, je ne pense pas, ou pas tout le temps. Un bâtiment qui est extrêmement bien placé, location, qui rapporte de la rentabilité, pour lequel tout le monde se bat pour avoir accès à un loyer acceptable à ce bâtiment, si le locataire insiste pour avoir 18 degrés l'été et 25 l'hiver, et donc va dégrader la consommation d'énergie et donc la performance ESG du bâtiment, ça veut dire pour le propriétaire une mauvaise note sur le label GRESB par exemple ou le label CDP in fine, et donc une détérioration de son fonds et donc une détérioration plus générale de sa rentabilité. Donc moi je vois chez mes clients des investisseurs qui disent j'en ai rien à faire, je leur impose, et s'ils sont pas contents, j'en change et je prendrai des locataires qui eux accepteront de vivre dans des conditions. On peut pas faire ça partout, Vincent. Non, c'est pour ça que je parlais des actifs corps, des bâtiments qui sont des emplacements que tout le monde s'arrache. C'est plus difficile à faire en banlieue, bien évidemment. Mais c'est là où je voulais insister sur mon point de désaccord avec Rémi, c'est que je pense que dans un certain nombre de cas, on va voir arriver des blacklists de locataires dans lesquels on dit lui, il veut pas jouer le jeu, il veut un confort de luxe, eh bien, on va pas lui louer, on va préférer quelqu'un qui acceptera de changer ses règles pour améliorer la performance ESG de l'immeuble. Michael ? Alors moi, je pense qu'il faut inclure en fait les usagers dans la démarche d'amélioration énergétique, parce que les usagers finalement ont un impact énorme. Au-delà des températures de consigne, rien que le fait d'ouvrir les fenêtres pour aérer un logement ou pour aérer une salle de réunion dans un bâtiment tertiaire, c'est un impact qui est absolument énorme. On a travaillé récemment pour un client tertiaire qui a fait le choix de motiver ses salariés dans le bâtiment en pondérant l'intéressement et la participation en fonction des gains énergétiques associés
à leurs usages. Et ce que j'ai pu constater, c'est que les gens ont changé complètement de comportement. Par exemple, le matin, ils font des réunions dans une grande salle de réunion tous les matins. Après la réunion de 2 heures, ils ouvraient à chaque fois les fenêtres pour aérer. Et la fenêtre restait toute la journée allumée avec une CTA qui soufflait. Et maintenant qu'ils ont mis en place ce système-là, 10 minutes après, il y a toujours quelqu'un qui va revenir fermer cette fenêtre pour éviter qu'il y ait une déperdition dans le bâtiment. Et donc, à partir du moment où on arrive à inclure les usagers dans la démarche, et là, en plus, les motiver financièrement, tout le monde joue le jeu et le bâtiment, il va pouvoir réduire fortement ses consommations. C'est pas ce que fait un peu la data quand vous la collectez. Elle inclut finalement ces usagers, qu'ils s'en rendent compte ou pas, mais en prenant en compte leurs habitudes, on les inclut dans ce processus. Alors complètement, la consommation et les données associées au bâtiment incluent complètement le comportement. Le problème, c'est que le comportement, c'est ce qui est le plus difficile à isoler comme variable. Des consommations d'équipements techniques, le climat, les horaires d'ouverture, tout ça, on arrive. Mais le comportement des usagers, le type de comportement dont on parle là, est très difficile à isoler pour savoir si ça vient vraiment ou non de l'utilisateur. Et je parle dans des bâtiments moyens, parce que là encore, évidemment, des bâtiments qui sont extrêmement instrumentés, avec la nouvelle réglementation qui arrive sur les BACS, etc., ça va considérablement créer plus d'informations pour permettre d'isoler ce comportement. Mais aujourd'hui, 99% des bâtiments, c'est une information qu'on a du mal à isoler. Oui, et là-dessus, il y a un risque justement sur le plan de relance, moi, que je vois et qu'il faut qu'on arrive à adresser, c'est relancer, c'est pas faire des travaux partout, tout azimut, sans réfléchir. C'est clairement déjà mieux connaître son patrimoine, effectivement l'instrumenter là où c'est nécessaire, pas forcément partout. Je pense que là on est d'accord. Collecter la bonne donnée et ensuite l'exploiter pour prendre des bonnes décisions et mettre l'argent au bon endroit. Tout n'a pas vocation à être rénové. Ça renvoie aussi à la notion, à la notion d'usage. Par contre, mettre l'argent au bon endroit, au bon moment, ça fera qu'on fera des investissements de transition énergétique qui, demain, ramèneront un retour et pas un horizon si lointain. Par contre, pour faire ça, il faut de la donnée, il faut la structurer, il faut la collecter, il faut l'exploiter. Et parfois, elle est malheureusement trop éparse. Je suppose qu'il y a des freins à cette rénovation énergétique. Quels sont-ils selon vous, Michaël ? Au niveau des freins, j'en vois 2 principaux. Le premier, ce sont les aides et subventions qui sont proposées, qui sont vraiment très dispersés. Et nos clients, alors là je parle plutôt des bâtiments type logement collectif, où on a du crédit d'impôt, MaPrimeRénov' qui est arrivé, du certificat d'économie d'énergie, mais aussi un certain nombre d'aides locales. Et les maîtres d'ouvrage ne savent plus aujourd'hui vers qui se tourner, et encore moins combien ça pourrait rapporter ces aides. Et du coup, le fait qu'ils ne puissent pas mettre des chiffres derrière, ça freine à la rénovation. Le deuxième frein, qui est pour moi encore plus important, c'est le fait que les acteurs du bâtiment ne garantissent pas les résultats énergétiques après rénovation. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bureau d'études, architecte, entreprise de travaux, mainteneur, va accompagner un maître d'ouvrage vers la rénovation énergétique de son bâtiment, mais il ne va jamais s'engager sur les résultats énergétique attendue par ce même client. Et or, un client, on a parlé de temps de retour sur investissement, il va mettre de l'argent sur la table pour rénover son bâtiment. On les a, ces infos, ou pas du tout ? On les a, effectivement, dans les études énergétiques qui sont réalisées au départ. Mais les acteurs n'ont qu'une obligation de moyens et pas de résultats d'un point de vue énergétique. Et je pense que les aides de l'État, notamment, devraient être conditionnées au fait que les acteurs du bâtiment puissent s'engager sur les résultats pour rassurer les clients. Et si les maîtres d'ouvrage sont rassurés, ils sont certains d'avoir un temps de retour sur investissement qui est garanti, alors ils vont avoir plus de facilité à partir et à investir. Et à les proposer et à les vendre. Et est-ce qu'il y a des bâtiments qu'on ne peut pas rénover ? J'irai même plus loin, il y a des bâtiments qu'on ne doit pas rénover. Parce que ça serait effectivement exorbitant, parce qu'ils sont sous-utilisés, donc il vaut mieux faire
des regroupements et parce que les technologies qui ont été utilisées à l'époque ne sont pas rattrapables. Ça existe. Mais tout ça doit être bien pesé et moins, je dirais, si vous voulez, vous parliez de frein tout à l'heure. Moi, je crois qu'il y a un vrai frein aussi. C'était jusqu'ici les mentalités. Il y a un changement de mentalité à opérer. C'est toujours plus facile pour un élu d'aller couper le ruban sur une zone neuve et de dire « regardez ce que j'ai fait ». Regardez ce que j'ai fait, voilà, regardez les nouveaux aménagements, ça c'est un résultat. La rénovation, c'est plus discret. Et je pense qu'il faut qu'on communique aussi beaucoup plus dessus et que les acteurs s'engagent plus sur cette dimension-là. Donc ça c'est un élément culturel et c'est pour ça que tous les débats qu'on a, c'est très positif. Après, c'est clair que moi je connais plein de gens qui font des efforts extrêmement importants de transition énergétique sur leur patrimoine, qui y croient, mais qui ne perdent pas leur temps avec les dispositifs parce que c'est trop lourd, c'est trop compliqué, il y en a trop. Donc, c'est clair que quand tout à l'heure on disait il faut passer à la transition énergétique, maintenant il faut la faire, quoi. C'est bien d'en parler, mais il faut la faire. Pour la faire, c'est aussi simplifier. Et oui, l'avalanche de milliards, c'est très bien, on est content. Fantastique, mais si on simplifie, alors là, ce sera vraiment excellent. Ce sera vraiment un très gros progrès. Il y a de l'argent partout en ce moment, il faut en profiter. La réglementation, pour vous, est suffisante? Elle est efficiente ou elle est déconnectée de la réalité pour cette rénovation énergétique? Il me semble que le cadre réglementaire est là. Il y a encore des améliorations à apporter, mais on attend encore des arrêtés. Mais globalement, tout est là. Vous citiez tout à l'heure, vous posiez la question de doit-on rénover tous les bâtiments? La décret tertiaire prévoit qu'il y a un certain nombre de bâtiments qu'on ne rénovera pas. Les lieux de culte, les bâtiments liés à la défense et à la sécurité, les bâtiments temporaires. Mais on les garde. On les garde, mais on ne va pas chercher à les rénover parce que ça n'a pas tellement de sens ou ça nécessiterait des investissements trop importants ou que, pour des raisons X ou Y, on n'a pas intérêt à faire. J'aimerais compléter le point de Michael sur les barrières en vous rajoutant 2 obstacles qui me semblent très importants. Le premier, c'est l'accès à l'information. On parlait tout à l'heure, je suis tout à fait d'accord avec Rémi, de prioriser les investissements. Pas besoin de faire des travaux partout. Parfois, la régulation suffit. Mais comment, lorsque vous avez plusieurs dizaines, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de bâtiments, SNCF, 33 000 bâtiments, la direction immobilière de l'État, 220 000 bâtiments, comment vous faites pour orienter et flécher les investissements? Et bien, pour ça, il faut avoir une visibilité. Il faut avoir la visibilité sur la performance globale de chaque actif et du parc. Et c'est pas si simple que ça. Parce que lorsque vous avez des bâtiments qui sont complexes, multilocataires, et que vous avez accès assez facilement lorsqu'on est propriétaire aux données des parties communes, mais pour les données des parties privatives, il faut obtenir l'accord de chacun des locataires pour accéder à l'information. Et pour agréger cette information et ensuite comparer, toutes choses étant égales par ailleurs, les performances de ces bâtiments entre eux et savoir sur lequel il est intéressant d'aller. Et ça, c'était pas si évident. Mais aujourd'hui, la réglementation et les différents labels européens internationaux donnent une autre façon de voir les choses, qui est de dire on s'en fiche de la comparaison. Regardons la trajectoire. Il faut que tous les bâtiments d'ici 2050 aient fait moins 60% par rapport au pire 2010. Donc tous les bâtiments doivent atteindre cet objectif, quelles que soient les conditions. Et sinon, il faudra vraiment le justifier pourquoi on n'a pas atteint ces objectifs. Donc ça, c'est un premier obstacle, accéder à l'information pour bien comprendre. Et le deuxième obstacle, me semble-t-il, c'est la formation. Et j'espère qu'une partie des milliards dont parlait Rémi va servir à ça. C'est qu'aujourd'hui, je ne crois pas qu'il y ait suffisamment de main-d'œuvre en France pour suivre le rythme de rénovation qui est nécessaire. Je suis tout à fait d'accord. Le frein principal, ça va clairement être la capacité de l'appareil industriel d'intégrer toute cette masse de travaux potentiels. D'où l'importance de raisonner sur effectivement des schémas priorisés, des schémas directeurs qui n'aillent pas tout azimut et qui soient pas du saupoudrage, parce qu'il n'y a rien de pire pour réussir la transition énergétique que le saupoudrage. Il vaut mieux mettre l'argent au bon endroit. Et pour ça, la donnée est importante, mais la donnée, c'est pareil. Moi, je connais énormément de... Il y a deux écueils dans la donnée. Il n'y a pas de données. Alors là, c'est sûr que c'est compliqué, donc il faut en collecter. Mais il y a aussi trop de données. Et parfois, en fait, on se perd dans une forme d'excellence technique au lieu simplement de regarder ce qui est devant soi. Typiquement, voilà, vous voyez, on parlait d'occupants tout à l'heure, mais les occupants, ils ont énormément de données sur le patrimoine. Mais c'est pas mieux d'avoir trop de données et de pas tout utiliser que d'en manquer? Le problème de trop de données, c'est comme quand vous avez trop d'affaires chez vous, quoi, vous savez plus où elles sont, quoi.
C'est ça le problème de trop de données. Et notamment, effectivement, le métier d'Oxand, c'est aussi le métier de DeepKey. Ça consiste à venir structurer cette donnée, à l'exploiter et d'en sortir ce qui est utile et ce qui est indispensable et ce qui doit être mis à jour. Parce que c'est pareil, de la donnée, si vous en avez plein, vous ne mettez pas grand-chose à jour en général. Par contre, si vous vous concentrez sur ce qui est important pour bien décider, typiquement, vous voyez, quelque chose nous convoit, on parle de couverture, par exemple, de toiture. Il y a des acteurs, ils refont trop leur couverture de toiture, au détriment d'autres sujets. Simplement parce qu'ils ne savent même pas de quand date la dernière réhabilitation, parce que c'est des entreprises, il y a un turnover, les gens ne restent pas forcément 10 ans, et l'immobilier, c'est du temps long. D'où l'importance de digitaliser pour garder la mémoire des choses. Il y a eu, à une époque, on parlait beaucoup de carnet de santé du bâtiment, etc. Aujourd'hui, le digital permet d'aller beaucoup plus loin, mais de façon ciblée, intelligente. On est vraiment capable de reconstituer tout un cycle de vie dès le départ. Et je parlais des mentalités tout à l'heure. C'est ce qu'on prévoit dans le BIM. Oui, mais alors le BIM, c'est par rapport à la donnée utile, c'est un très bon sujet. Le BIM, il faut des cas d'usage. Ce qui est fondamental dans le BIM, c'est pas de se dire je vais tout BIMer, voilà, parce que alors là, c'est un repoussoir pour certains maîtres d'ouvrage, parce qu'ils se disent ah oui, très bien, mais en fait, je serai mort et puis mon bâtiment, il sera complètement bimé, mais j'aurais pas fait grand-chose. Non, il faut se concentrer sur la donnée qui est fondamentale, dont il a besoin. Et effectivement, si on peut l'avoir dans un référentiel qui correspond à un standard, c'est excellent et ça sert tout le monde et tout l'écosystème. Je peux illustrer votre point, Rémi, mais on suit aujourd'hui plus de 900 000 bâtiments. Il y en a une dizaine sur lesquels on a la donnée BIM. Donc le BIM, ça sert à coordonner les travaux, en particulier dans la grosse rénovation, dans du neuf, mais à l'échelle du parc existant, qui se renouvelle, je vous le rappelle, d'1% par an, en grosso modo, c'est pas le sujet. C'est-à-dire que je suis d'accord, il y a déjà beaucoup trop de données, il faut déjà exploiter cette matière qui existe, et parfois... Désolé, c'est pas le cas d'Axéo, je sais. Mais les ingénieries ou les bureaux d'études ont la volonté de faire les choses très bien, très ingénieurs, très techniques. Et donc, de faire des audits énergétiques détaillés, de faire des rapports bien détaillés, de rajouter de l'instrumentation, de faire des campagnes de mesure. C'est pas toujours utile. Je dis pas qu'il faut pas le faire, attention. C'est comme les actifs. Il faut pas trop le faire. Il faut le faire là où c'est utile. Et pour savoir là où c'est utile, il faut pouvoir déterminer. Et là, heureusement, il y a suffisamment de matière pour cibler et prioriser. Je suis tout à fait d'accord avec ce que dit Vincent et Rémi également sur la notion de schéma directeur. Le schéma directeur sur un patrimoine d'un maître d'ouvrage, il est vraiment important de pouvoir prioriser, aller travailler sur les bâtiments où il y a un potentiel de gain. Et pas travailler sur des actions d'amélioration avec des temps de retour de 50 ans. Ça n'a pas de sens. Et on se rend compte finalement que la loi de Pareto se vérifie dans le bâtiment, c'est-à-dire qu'avec 20% des investissements, vous allez faire 80% des gains potentiels sur un patrimoine. Mais par contre, pour aller chercher les 20 derniers pourcents sur les bâtiments qui n'en valent pas le coup, là, vous allez mettre 80% des investissements. Et donc, c'est pour ça que la priorisation est vraiment importante. Tout à l'heure, vous citiez le décret tertiaire, mais là aussi, pour une fois, la loi a été construite en écoutant les acteurs du marché. Je suis mauvaise langue, mais... Et donc, on est allé chercher du pragmatisme. Il est possible, bien que le décret tertiaire s'applique bâtiment par bâtiment, il est possible de répondre à l'échelle du parc. Typiquement, pour faire ça, pour laisser tomber les investissements qui ne valent pas le coup, qui sont trop onéreux, et se concentrer sur des investissements qui vont rapporter des gains rapidement et compenser les sites sur lesquels, malheureusement, on ne fera rien. J'ai bien envie de me faire l'avocate du diable, si vous le permettez. Est-ce que parfois, il ne vaudrait pas mieux tout simplement détruire et reconstruire ? Mais bien sûr. Bien sûr. C'est toute l'importance de ces analyses de parc. Une analyse de parc basée sur des données, basée sur un retour d'expérience, sur des modèles prédictifs, basée sur des compétences en termes d'analyse de l'usage, doivent permettre d'arbitrer entre déconstruire, démolir, rénover, ou également laisser vieillir, parce qu'il y a des actifs de très grande qualité sur lesquels, vous savez, parfois, quand on intervient, on fait plus de dégâts qu'autre chose. Donc oui, c'est vraiment une vision parc qu'il faut avoir. Et vous parliez de freins tout à l'heure, mais beaucoup d'acteurs, effectivement, ce dont ils ont besoin, c'est de méthodes, d'approches, de schémas directeurs, de priorisation, de projection dans le temps, avant de dire... Ah non mais je vais tout rénover, je vais faire ça partout, et puis je vais mettre des capteurs partout, et puis ça va marcher, et puis je vais tout bimer, et puis alors à la fin vous vous retrouvez avec une liste de courses, et vous arrivez devant le conseil d'administration qui vous dit non mais attends, même avec le plan de relance, moi je sais pas faire quoi. Et puis les fournisseurs ils savent pas faire non plus, donc il va falloir faire des choix.
Mickaël, je vous vois acquiescer. J'acquiesce, mais non, je mais vous ne voulez pas réagir. J'aimerais Vincent. rebondir sur un point, c'est que on a tous sauté en disant oui, bien sûr, parfois il vaudra mieux démolir et reconstruire, parce qu'on parle depuis tout à l'heure d'énergie. Si on prend l'angle carbone maintenant, les changements climatiques, la question se pose, sauf à ce qu'on fasse des constructions net zéro carbone, ce que certains opérateurs commencent à faire, la question se pose. Et donc la difficulté, c'est de choisir le bon indicateur pour voir en fait midi à sa porte. Et d'un point de vue carbone, le bilan carbone global d'une reconstruction n'est pas forcément positif. Sauf, encore une fois, à faire des choses bien comme il faut. Alors on peut peut-être faire un peu de place à l'économie circulaire et au recyclage urbain, non ? Oui, c'est effectivement tout ce bilan économique qu'il faut faire. Quand on parle de coût total, c'est pas juste les coûts financiers, c'est-à-dire qui font l'objet de transactions. Il y a aussi toutes les externalités positives ou négatives du bâtiment. Alors il ne faut pas tomber dans les usines à gaz où on a 20 critères de calcul, ça devient extrêmement compliqué. Mais typiquement, la question de la réutilisation des matériaux, alors on en parle depuis de nombreuses années, mais là c'est pareil, il y a toute une filière à structurer. On voit bien par exemple que le sable devient une ressource rare, donc être capable de réutiliser des éléments venant de la déconstruction, ça a du sens. Mais pour que les calculs soient justes, il faut aussi, si vous voulez, c'est un peu comme l'éolien il y a quelques années, c'est-à-dire l'économie circulaire aujourd'hui, elle coûte cher. Si on commence à la généraliser, à en faire un modèle, à avoir des volumes, on va avoir des économies d'échelle fantastiques. Et donc la déconstruction sera moins coûteuse, aura un bilan carbone de meilleure qualité. Donc c'est pour ça que le sens qui est pris actuellement est bon. Moi, je trouve que je suis super content de voir tout ce qui se passe et la prise de conscience. Par contre, c'est sûr qu'il va falloir prioriser, faire des choix, avoir des dispositifs plus simples, s'appuyer sur le digital. C'est aussi un changement de culture. C'est parce que il y a effectivement un peu de conservatisme quand même dans le bâtiment. Donc il va falloir quand même faire bouger un peu les lignes dans les prochains mois. Mais c'est fantastique d'avoir cette opportunité-là. On nous aurait dit qu'on aurait autant de questions à se poser en cette rentrée. Je pense qu'on ne l'aurait pas cru il y a quelques mois. Une initiative intéressante, c'est l'Union européenne qui a lancé un projet dont les résultats sont sortis cette année, qui s'appelle la taxonomie européenne, qui a pour vocation en fait de définir un référentiel dans les investissements, pas que immobiliers, dans les entreprises, dans les investissements financiers, pour savoir si en réalité ces investissements ont un impact positif ou non. Et ils ont choisi une priorité, qui est la lutte contre le changement climatique, et ensuite des critères d'évaluation secondaires qui sont essayer de ne pas avoir d'impact négatif sur les autres dimensions environnementales et sociales. Et ben, je trouve ça hyper pragmatique. C'est de se dire, il y a un sujet, c'est une priorité, on travaille le climat, et ensuite on essaie de ne pas faire de mal sur les autres aspects, parce qu'on ne peut pas tout gérer en parallèle, malheureusement. C'est deux jolies conclusions, mais j'ai quand même une dernière question pour vous trois. La crise du Covid a évidemment entraîné, on l'a dit, une crise dans le secteur du bâtiment. On sait que l'immobilier neuf, alors n'est pas tout à fait à l'arrêt, mais est en tout cas en très grosse diminution. Ça peut être une opportunité pour la rénovation énergétique, ça ? On parlait de capacité tout à l'heure. Donc, effectivement, il va y avoir des réallocations de capacités industrielles, de capacités de production. Je pense que c'est indispensable. De toute manière, moi, je ne connais pas, même dans nos métiers, qui sont les métiers du digital avec Vincent, tout le monde s'est posé la question de la réorientation de son offre de service, de ses ressources, de là où il faut mettre l'accent. Je pense que ça concerne tout le monde. Donc personne n'est exclu d'une remise en question. Et alors, a fortiori, effectivement, le secteur du bâtiment, il y a un impact usage. On ne va pas utiliser les bureaux comme on les utilisait avant. Bien que les bureaux soient des lieux de convivialité importants. Le logement, on y a été quand même un petit moment, donc tout le monde a mesuré l'importance du logement dans sa vie. Les lieux de vie scolaire, je pense que tous ceux qui sont parents ont dû gérer leurs enfants, ont mesuré que voilà, c'était quand même quelque chose d'extrêmement critique. Donc
Oui, ça va bouger. Ça, c'est clair que ça va bouger. Moi, je crois que ça va bouger en mieux en termes d'usage, en termes de performance énergétique, en termes d'efficience. Je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une technologie française, il y a des compétences françaises, des savoir-faire qui sont extrêmement importants dans le domaine. Donc, c'est vraiment l'occasion de mettre le paquet. Par contre, il faut une direction. Je pense que ça va dans le bon sens. Maintenant, il va falloir suivre avec courage parce que ça va pas se faire non plus tout seul. Voilà, Vincent a un discours un peu dur là, tout à l'heure sur voilà, les occupants, il faut les faire bouger, etc. Mais c'est vrai que ça ne va pas non plus se faire tout seul parce que c'est du changement, donc il faut fixer le cap, il faut encourager, il faut être inclusif, faut mettre en avant le positif, mais il faut y aller, quoi. Vincent, droit de réponse et conclusion. J'assume complètement le côté il va falloir que les utilisateurs changent aussi de comportement. Mais je suis d'accord aussi avec le fait qu'il faudra le faire de manière inclusive. Non, ce que j'aime bien regarder, ce sont les gros acteurs, les entreprises générales, comment ils évoluent. Quand vous voyez, je ne sais pas citer de nom, mais certains grands groupes avoir investi plus que d'habitude dans leurs filiales de réhabilitation, j'ai l'impression que certains pensent que le vent va un peu tourner et qu'effectivement on aura un petit peu moins de neuf. Regardez les mesures en ce moment sur les 150 actions pour l'environnement et le climat où on dit on va arrêter de construire dans les zones commerciales. Donc je pense que oui, c'est un peu le sens de l'histoire de travailler le patrimoine existant, les infrastructures existantes. Michaël, votre petit mot de la fin. Je pense qu'il y a une prise de conscience qui a eu lieu grâce au confinement et on a vu déjà des comportements différents au sein des sociétés et auprès de nos clients. Et notamment, un des impacts qui me marque le plus, c'est la visioconférence qui s'est complètement démocratisée. Et quand je vois le temps gagné, et les émissions carbone en moins que ça génère parce que on prend plus l'avion ou beaucoup moins la voiture également, je pense que c'est vraiment très bénéfique. Et aujourd'hui, pour moi, ce n'est plus du tout un problème pour proposer un rendez-vous en visio à mes clients et on se voit 1h30 et c'est suffisant. Merci Michaël Théram. Je rappelle que vous êtes le directeur de la division énergie d'Axéo. Vous étiez accompagné ce soir de Vincent Briand, le cofondateur de Deepkey. Merci à vous. Et de Rémi Jacquier, le président d'Auxand, avec qui nous avons eu le plaisir de monter cette émission. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous. Vous pourrez retrouver le podcast en audio, en vidéo dans quelques instants sur les sites de Radio Imo et de Radio Territoria. D'ici là, je vous souhaite une très bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Émission spéciale Efficience bâtimentaire, levier de la relance économique, à réécouter en podcast sur vos plateformes d'écoute habituelles.